Lignon, qui est maître de conférence HDR, rattaché au laboratoire Talim. Talim, merci. Théorie et histoire des arts et littérature de la modernité. Et à Lyon 1, où on se côtoie à l'INSPE, qui est aussi co-responsable du DU éducation aux médias et à l'information. Donc ça tombe bien aussi par rapport à la thématique qui va être celle du colloque d'IMPEC de cette année, et que je vais inviter pour nous partager ses recherches autour des récits vidéoludiques, donc un ouvrage qu'elle a publié en 2024, si je ne me trompe pas, chez CEF Éditions, et un ouvrage qui était très intéressant parce que ça permet en fait de voir le côté exploratrice plutôt de Fanny dans ce continent qui pour moi était complètement inconnu, qui est la vidéoludie, qu'on retrouve un petit peu dans ses pages, et qui permet de voir un petit peu des approches à la question des jeux vidéo et des personnages dans les jeux vidéo en lien avec les joueurs, avec plusieurs points de vue et perspectives théoriques qui me semblent être en consonance avec l'approche plutôt inter- ou pluridisciplinaire d'IMPEC. Et donc là, par exemple, j'ai découvert qu'en vidéoludie, il peut y avoir des disputes savantes entre les ludologues et les narratologues. Merci. Mais aussi qu'on pouvait combiner des concepts qui viennent plutôt de la narratologie et de l'étude de fiction avec des concepts plutôt en analyse cinématographique. Et c'était ça que je trouvais extrêmement intéressant et que donc je me réjouis d'avance de t'entendre sur cette question de la fusion entre les joueurs, les personnages des jeux vidéo. J'ai assez parlé, je ne vais pas te prendre plus de temps que ça. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et donc la parole est à toi. Merci beaucoup Marco pour cette très gentille présentation et puis merci à vous d'être là et de m'avoir invité. Donc la conférence que je vais présenter est issue de mon livre, hein, mais elle met la focale, elle ne reprend pas évidemment l'ensemble, elle met la focale sur un point particulier qui me tient à cœur et que je vais vous présenter. Donc je vais partir d'un postulat dont on pourrait discuter, mais je considère aujourd'hui que c'est un postulat, qui est que les jeux vidéo sont des récits. Donc pour trois raisons au moins, parce qu'ils sont porteurs d'une idéologie et ils proposent un mode d'interprétation du monde, parce qu'ils font appel à un narrateur, rôle qu'ils confient en grande partie aux joueurs, et aussi parce qu'ils mettent en œuvre, même s'ils les malmènent un peu, des dispositifs finalement narratifs assez courants qui se construisent autour de personnages. Là, je vais m'intéresser, en essayant de ne pas dépasser le temps qui m'est proposé, aux seuls personnages jouables, parce que dans les jeux vidéo, il y a des personnages jouables et il y a des personnages non jouables. Donc ce sont des personnages sans qui les histoires ne pourraient être racontées. Ils sont ce qui relie les fragments, ce qui relie les actions, ce qui relie les événements. Ça fait tenir ensemble tout ça. Ils sont ceux par qui le sens arrive en quelque sorte. D'accord, très bien. Donc je disais que je partais du postulat que les jeux vidéo étaient des récits et que j'allais parler des seuls personnages jouables. Donc qui sont ceux qui relient les événements, les actions, hein, donc ceux par qui le sens arrive. Donc les personnages joueurs, il est possible que parfois je me laisse entraîner et que je dise PJ à la place, hein, c'est l'acronyme de personnage joueur. Ce sont des entités qui sont composées du joueur et de la créature qu'il incarne. L'une de ces entités donc va être à l'écran et l'autre va être devant. C'est une configuration qui pose la problématique du double et aussi des relations bien sûr qui entretiennent les deux pôles de ce couple. Puisque le joueur est lui, il est l'autre, il a un corps, il a deux corps, il a même plusieurs corps dans certains jeux. Lors de l'expérience ludique, un lien particulier se crée temporairement entre le corps de l'individu que j'appellerais physique et le corps de l'individu que j'appellerais fictif. Et le terme employé pour désigner ce lien, c'est le verbe incarner, comme au théâtre, comme au cinéma. Il n'empêche que l'acception de ce terme en vidéoludie est un petit peu différente, parce que le principe est poussé à son paroxysme. En 1999, Jean-Louis Weisberg a proposé, dès sa thèse, pour décrire l'activité du joueur, un terme que je trouve très intéressant, qui est le terme de spectateur. Donc avec un A majuscule au centre pour bien le distinguer du simple spectateur. Donc c'est un néologisme qui permet de rendre compte de l'association des postures spectatorielles et des postures propres à l'interactivité. Pour pouvoir penser les personnages joueurs, il faut pouvoir les classer. Alors pour ce faire, j'ai mobilisé deux typologies.
La première considère le degré de personnalisation des personnages joueurs. Donc, voici une petite diapo. Donc, j'ai fait une ligne toute simple qui est un continuum et qui va de ceux que j'appelle les personnages en prêt à incarner. J'aurais pu mettre des guillemets puisque c'est évidemment par analogie avec le prêt à porter. Ah, il y a quelqu'un dans le lobby, mais ça c'est l'éternel problème. Donc d'un côté, les personnages en prêt à incarner et de l'autre, les personnages à co-créer. Donc c'est un continuum, hein, il ne s'agit pas de deux cases fermées, étanches en quelque sorte. Hein. Alors, même si on peut identifier un point de bascule. Donc je nomme protagonistes prêts à incarner les protagonistes qui sont fermés, qui sont finis, dans la peau desquels le joueur va être invité à se glisser comme s'il enfilait une paire de gants. Je vous montre un petit exemple, un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand il est arrivé, on était en 1979 si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Adventure, qui est un des premiers jeux sortis sur la console Atari, qui est un des premiers jeux d'aventure, il est très connu, notamment pour la présence d'un Easter egg qu'on trouve difficilement avec retrouver. Et donc dans ce jeu, vous incarnez le carré, qui est là-haut, à gauche du château, sous la clé. Et ça ne pose aucun problème. Hein. On peut tout à fait s'incarner dans un carré et vivre l'aventure. Voilà, je précise que ce carré représente un chevalier qui là tient une clé qui lui permet d'entrer dans le château. Hein, donc c'est voilà. Donc là, on est dans le prêt à incarner complètement. On ne peut pas modifier son carré. Je nomme protagonistes à co-créer des protagonistes qui vont être ouverts, qui vont être inachevés. Alors, il y a différentes gradations. Hein. L'exemple le plus fort, hein, c'est le joueur en fait est invité à les compléter avant de les investir, ces personnages. Donc, ça, il y a différentes gradations. Le plus à co-créer qu'on peut trouver, ce sont les personnages des Sims, où là, vous avez une latitude de modification phénoménale. Hein. Ça va de la corpulence, bien sûr, en passant par l'âge, jusqu'à la distance entre le nez et les yeux, enfin, et la forme des oreilles, enfin, tout est personnalisable, et bien sûr, les vêtements. Hein, voilà. Donc, dans un cas comme dans l'autre, le joueur ou la joueuse se glisse tout entier dans un corps virtuel. C'est une enveloppe qui permet de se cacher aux yeux des autres, mais qui permet aussi de se révéler. Parce que ça fournit au joueur et à la joueuse une apparence et ça lui donne accès à des capacités et à des rôles qu'on n'a évidemment pas dans la vie réelle, ou qu'on a en partie. La deuxième typologie que je vais mobiliser s'inspire des travaux de François Jost et de Dominique Arsenault. Alors je précise que je viens du cinéma à l'origine et également de la philosophie. Donc j'ai un cursus mixte, ce qui fait mon approche. Et l'approche que je propose est une approche parmi d'autres. Il y a des approches économiques, des approches historiques, des approches tout autres, hein, qui se complètent pour moi. Donc, mais moi je vois ça sous l'angle du visuel parce que je considère que l'apparence est tout sauf superficielle, puisque c'est ce par quoi on entre en contact directement avec le jeu. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur cette question. Donc, je reviens à ma deuxième typologie, donc s'inspirant des travaux de Jost et d'Arsenault. Jost, vous le connaissez sans doute, hein, c'est un théoricien très connu en France. Arsenault est peut-être un peu moins connu, c'est un Québécois qui travaille donc à l'UQAM avec Bernard Perron, enfin des gens qui ont beaucoup travaillé sur les jeux vidéo. Et donc cette typologie prend en compte deux éléments. Le premier, c'est l'ocularisation et le deuxième, c'est l'ancrage. L'ocularisation est un concept connu, hein, c'est le point de vue visuel des personnages. En vidéoludie, il y a trois visions possibles. Je parle des jeux à personnages, qui se traduisent en jeu par l'adoption d'un mode de vision, donc soit impersonnel, soit à la troisième personne, soit à la première personne. La vision impersonnelle est une vision, voilà, je vous ai mis en exemple FIFA 2011, hein, qui faisait partie de mon corpus, qui est un jeu de football. On est au-dessus du terrain et on n'a pas, il n'y a pas on voit le personnage ou les personnages, mais il n'y a pas de lien privilégié entre ce que voit le joueur et ce que voit le personnage. La vision à la troisième personne, je vous ai mis en exemple une capture d'écran d'un Tomb Raider, avec la fameuse Lara Croft. Dans la vision à la troisième personne, le personnage est généralement positionné à peu près au centre du cadre, avec des variantes, hein, en sa partie inférieure, et il est la plupart du temps de dos. La vision à la troisième personne, c'est un type d'ocularisation importé du cinéma, hein, c'est la caméra subjective, hein, que vous connaissez très certainement.
Tout est, je pèse mes mots, censé être montré comme si la caméra et le regard du personnage ne faisaient qu'un. Ce qui est évidemment impossible, ne serait-ce que par le fait qu'il n'y a jamais de montage, on ne cligne jamais les yeux, on ne ferme jamais les yeux, enfin bon, il y a beaucoup de différences, mais il n'empêche que c'est ce qui est visé. L'ancrage, c'est un concept là qui est proprement vidéoludique, ça correspond à la fixité ou non du point de vue sur un personnage, un groupe de personnages, un environnement, un objet. En gros, si vous voulez, le personnage ne bouge pas, c'est autour de lui que ça bouge et la caméra lui est comme attachée en quelque sorte. Ils sont liés virtuellement. Ça va être la liberté aussi pour le joueur de contrôler totalement ou partiellement la caméra, ce qui permet d'obtenir des points de vue un peu différents. Donc ces deux typologies, quand on les croise, elles permettent de visualiser quelque chose qui pour moi est très important, c'est la question de la distance entre le joueur et le personnage, cette distance qui est mise en œuvre dans les jeux, et sur laquelle qui est comme élastique en quelque sorte, ou plastique plus exactement, puisqu'élastique supposerait qu'elle se rapproche, elle est plastique. Alors le corpus de jeu sur lequel j'ai travaillé est un corpus qui est issu d'une enquête que j'ai conduite fin 2011 avec l'aide de Mehdi Derfoufi dans le cadre d'un projet ANR, d'un programme ANR. C'était donc une enquête dont les résultats ont été publiés et elle a porté sur 205 adolescents, filles et garçons scolarisés dans la région Rhône-Alpes, dans 11 établissements. L'objectif était d'établir une photographie précise de leur vécu vidéoludique. Alors j'ai retenu ici pour aujourd'hui donc les réponses à la question 7.2 qui invitait les jeunes à s'exprimer sur leur goût et à nommer leurs 10 jeux préférés. On leur avait demandé 10 jeux de façon à ce qu'ils ne citent pas les 2-3 derniers à la mode. Donc voici les titres, les 16 titres qu'ils ont le plus cités. Dans cette liste, vous avez 3 jeux de guerre. Alors, je me permets de les citer parce que je ne sais pas si vous êtes familier des titres. Donc Call of Duty Modern Warfare 3, Halo 3 et Medal of Honor. 3 jeux d'aventure-action, Grand Theft Auto 4, que vous connaissez peut-être sous le nom GTA, il avait beaucoup fait parler de lui, Assassin's Creed et Tomb Raider Underworld. Un jeu de plateforme, Super Mario Galaxy 2. Un jeu de gestion, les Sims 3. 2 jeux de course, Mario Kart Wii, Need for Speed The Run. 3 jeux de sport, Pro Evolution Soccer, c'est des jeux de football, 2011, FIFA 11 et Wii Sport. Un jeu de danse, Just Dance. Et un jeu de rôle, qu'on appelle communément un MMORPG, donc un jeu de ligne massivement multijoueur, un jeu de rôle en ligne, pardon, massivement multijoueur, un World of Warcraft The Burning Crusade, et un jeu de type party game, Rayman contre les lapins crétins. Donc c'est un corpus qui est un petit peu ancien, mais il reste pertinent pour plusieurs raisons. D'abord parce que les titres qui le composent sont des classiques. Ensuite parce qu'ils s'inscrivent dans des séries qui pour la plupart sont encore en cours. Et ensuite parce qu'ils sont représentatifs de genres vidéoludiques qui sont toujours actuels. Bien sûr, les jeux vidéo grand public ont changé depuis 2011. Les frontières, notamment entre les genres, sont désormais plus poreuses. Les territoires à explorer sont plus vastes. Les personnages sont plus fouillés, sont davantage personnalisables. Les récits aussi sont moins linéaires et le spectacle est plus spectaculaire. Mais il n'empêche qu'on peut travailler sur ce corpus puisqu'il y a des fondamentaux narratifs et visuels qui n'ont pas changé en fait. C'est donc sur cet ensemble de jeux que je vais m'appuyer pour poursuivre ma réflexion. Alors il peut paraître hétéroclite, vous avez entendu tous les genres que j'ai cités, mais en même temps c'est cette variété qui en fait la richesse et qui en fait la représentativité. La première question que je me suis posée, c'est les jeux vidéo, les personnages vidéoludiques, sont-ils des infrapersonages? Alors par infrapersonnage, j'utilise ce terme par analogie avec les infrarouges qui existent mais qu'on ne voit pas. Et en pendant de cette partie sur les infrapersonages, il y aura une partie sur les ultra-personnages qui évidemment renvoie aux ultraviolets. Donc l'idée c'est de se poser la question si ces personnages sont en deçà de ce qu'on attend traditionnellement des personnages de récit. Soit, je ne suis pas exhaustive, mais une certaine originalité, une certaine cohérence, une certaine plénitude, et je laisse largement des points de suspension à la fin de ma phrase. Donc les personnages, je me suis demandé s'ils étaient génériques. Je remarque que dans mon corpus, les personnages auxquels j'ai affaire viennent d'ailleurs. Ils viennent pour une bonne partie des mondes ludiques, donc ils viennent d'autres jeux, donc on a des personnages donc, qui mettent en scène des footballeurs, mais ils mettent aussi en scène des équipes réelles. Pardon, j'ai dit une bêtise, les personnages viennent des mondes ludiques au sens où le sport est un jeu, ou également Assassin's Creed,
qui met en scène un assassin, enfin un membre de la secte des assassins, qui doit retrouver ses galons d'assassins qu'il a perdus. Quand on regarde le jeu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ou regardé par-dessus l'épaule de quelqu'un qui jouait, mais on se rend compte que le personnage doit grimper sur des murs, escalader des toits, il saute, il est virevoltant. Et quand on regarde ce qu'il fait, en fait, ça correspond à ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent le parcours avec un K. Et d'ailleurs, ce personnage a une capuche et il fait très, je mets des guillemets, jeune de banlieue. Hein. Donc on a ces codes qui sont activés dans l'ensemble de Assassin's Creed, quasiment. Donc on a ce sport, hein, le parcours, qui est une manière de jouer avec l'urbain et de s'amuser à faire de la gymnastique, en fait, très acrobatique dans ces espaces. On a les Sims qui renvoient à d'autres univers ludiques qui sont l'univers des poupées mannequins, hein, commercialisés par Mattel par exemple. Hein. C'est vrai que quand on voit ces personnages, je vous en montrerai tout à l'heure, le lien est très 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 évident, hein, avec ces poupées. Donc les personnages viennent d'ailleurs, ils ne sont pas propres aux jeux vidéo, ils viennent d'autres médias, d'autres domaines. Ils viennent aussi pour beaucoup des mondes fictionnels. Alors là, c'est toujours, je ne travaille que sur mes 16 jeux. Hein. Il y a des filiations évidentes, hein, entre les personnages de World of Warcraft et les romans de fantasy. Hein. Il est évident, là, quand vous voyez, je vous les verrai tout à l'heure, les personnages qui viennent de là, les protagonistes de Tomb Raider, de Grand Theft Auto, de Call of Duty, et de tous les 5 autres jeux que je vous ai mis là, renvoient à ce sont des héros de films d'aventure, de films de gangsters, de guerre, de science-fiction réalisés par Hollywood. Donc il y a des vrais liens entre Tomb Raider par exemple et le film de Spielberg avec Harrison Ford, dont le nom m'échappe. Merci, Indiana Jones. La série des Indiana Jones. Donc Tomb Raider, c'est Indiana Jones féminin, quoi, en quelque sorte. Donc ils viennent d'ailleurs, ces personnages. Ils sont également lacunaires. Parce que quand on commence le jeu en tant que joueur, en fait, qu'est-ce qu'on sait du personnage dont on partage les aventures? Comment se construit notre connaissance de ces personnages? Les indices vont être répartis en plusieurs lieux, mais ils vont être très ténus. On a peu de choses, en fait. Hein. On sait peu de choses de ces personnages. Alors j'ai nommé en fait les différents lieux où les indices sont répartis. Je les ai nommés Exolude, Périlude et Prélude, en référence à, voilà, j'imagine que vous avez les références en tête. Donc je vais commencer par l'Exolude. Alors, l'Exolude, ce sont pour moi les éléments donc, qui gravitent autour du jeu, mais qui n'en font pas partie. Par exemple, la presse spécialisée, les sites officiels, des studios de jeux, les sites aussi non officiels, hein, de fans, les blogs de fans, les sites aussi de... voilà, donc ça, là aussi, il y a énormément de contenu, hein. J'appelle ça l'Exolude. Je passe ensuite, je saute le Périlude pour passer directement au Prélude. Le Prélude, pour moi, c'est donc, j'ai écrit la phase qui s'étend du démarrage du logiciel à la première interaction entre le joueur et son personnage. C'est donc l'avant-jeu, en fait. Hein. C'est la phase où vous êtes en train, vous n'avez pas encore pris les commandes de votre personnage, vous n'êtes pas encore fusionné avec lui, en quelque sorte. Et le Périlude, ce sont les éléments qui accompagnent le jeu sous sa forme matérielle. Alors, je sais bien que la plupart des jeux sont maintenant, pour beaucoup, diffusés en dématérialisé. Il n'empêche que les joueurs sont encore très attachés, je lisais pas plus tard qu'hier un article sur le sujet, à tous les éléments qui accompagnent le jeu au plan physique. Hein. Donc, c'est tous les éléments qui accompagnent le jeu sous sa forme matérielle, mais qui ne sont pas le jeu. Donc, les boîtiers, les jaquettes, les manuels de jeu, le DVD lui-même qui parfois a une image, les accessoires éventuels, hein, les manettes, enfin, il y a énormément de choses, les couvercles de consoles, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir voilà, autour de ça. Alors, je vais prendre comme exemple les jaquettes, parce que c'est souvent le premier point de contact entre le joueur et son héros. Donc voici les 5 jaquettes avec des protagonistes donc solo. Alors je les ai isolées hein, pour qu'on voit comment le personnage est représenté quand il est seul. Donc je vais partir dans une méthode d'analyse très classique, hein, avec les signes figuratifs, les signes iconiques. Si je regarde les signes figuratifs, ils me renseignent sur l'apparence physique des personnages auxquels je vais avoir affaire, dans lesquels je vais devoir m'incarner. J'ai une petite idée aussi de, je mets des guillemets, de leur statut social, enfin j'ai une petite idée de leur profession quand je les vois. Pas de toutes, mais j'ai une petite idée. Je me doute aussi un petit peu de leur état d'esprit, je peux déduire aussi des choses de leur caractère. Ce qui m'intéresse dans ces images, c'est qu'il y a de l'incomplétude.
Et cette incomplétude, elle se manifeste principalement dans le traitement des visages. Ils sont systématiquement dissimulés, soit partiellement, soit en totalité. Vous voyez, qu'ils sont dans le noir, ils sont masqués derrière une vitre de casque, le regard tourné dans le sombre, ou par une capuche, ou carrément hors champ. Ce qui fait que Lara Croft n'est plus qu'un corps, sans les yeux, ce qui est quand même le siège de l'âme en principe. Donc c'est quand même très intéressant. Donc on a des personnages privés, pour résumer, du siège de leurs pensées et du siège de leurs émotions. Ce procédé, je pense, est adopté ici pour faciliter l'entrée du joueur dans le personnage, pour l'inviter à compléter ce qui est incomplet. C'est un petit peu finalement une transposition des planches à clous que les photographes utilisaient autrefois et où on mettait son visage au-dessus d'un costume folklorique ou d'un chevalier ou autre chose. Donc on a un petit peu la même idée. Si on considère les signes iconiques, il y a un autre point commun entre tous ces héros. Tous sont représentés debout, tous sont en plan américain large ou serré, et le cadre leur coupe les jambes. Visuellement, on leur confisque la possibilité, la liberté de se mouvoir. Et là, je me dis que c'est peut-être pour mieux signifier que cette prérogative, elle est ici déléguée aux joueurs. Alors, il y a d'autres jaquettes, bien sûr, mais 10 autres. Donc, j'ai écarté une jaquette, qui est celle de Need for Speed, qui ne montre que des voitures. Donc, je l'ai laissée de côté. Mais je vois, quand j'ai des personnages multiples, j'ai des personnages isolés, groupés, voilà. Les constantes sémiotiques sont différentes, mais elles sont similaires à celles qui sont préalablement relevées. Tous les personnages, ou presque, nous font face. Vous en avez même qui nous regardent. C'est d'autant plus intéressant que dans les jeux, souvent ils sont de dos. Et là, en fait, ils sont de face. Donc il y a une manière de tendre la main aux joueurs. On pourrait faire des analogies avec les couvertures de livres d'ailleurs aussi, mais ce serait plus complexe. Il faudrait y penser pour une prochaine fois. Tous ces personnages en fait, sont montrés en action. Prenez par exemple PES 2011, où on a des footballeurs en action. Voilà. Les Sims, c'est un cas à part. Les codes en fait, qui sont activés rappellent ici ceux qu'on a dans les affiches de films, mais ils font sens un petit peu différemment. Parce que la fixité des images, je crois, accentue l'immobilité des personnages qui sont en attente d'incarnation. Sans intervention extérieure, ces personnages sont condamnés à l'inaction. Donc que les visages et les regards soient dirigés vers les joueurs, ça lui enjoint en quelque sorte de combler ce manque. Ça l'incite à passer à l'acte. La fixité ici est pour moi invitation au mouvement et au jeu. Alors je vous montre un autre exemple rapidement sur les livrets que je ne pourrais pas ouvrir parce qu'ils sont simplement en diapo là. Les livrets de présentation du jeu. Dans chaque boîte de jeu, vous avez un petit livret qui vous donne le mode d'installation du jeu et qui vous donne des indications sur le jeu et parfois sur le personnage. Donc c'est un véhicule d'information concernant les protagonistes. Alors là, il y a une différence de traitement entre les personnages jouables et les personnages non jouables dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qu'on n'incarne pas. Dans les personnages non jouables, la caractérisation est relativement développée. Ils ont parfois droit à une petite histoire, on apprend des choses d'eux, voilà, de façon assez développée. Les personnages joueurs, ou jouables, c'est synonyme, ont une caractérisation vague. Je prends par exemple Altaïr, le héros d'Assassin's Creed, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui fait du parcours dans ces différents opus. Alors dans le livret, dans le livret de celui-ci, on apprend que son nom signifie, Altaïr, fils de personne. Déjà, comme caractérisation, c'est précis. Qu'il est de nationalité inconnue, qu'il est discipliné, déterminé et intrépide, et, je cite à nouveau, qu'on sait peu de choses de lui et de la fraternité d'assassins à laquelle il appartenait. Là, je crois que le manque de précision est troublant. Comme si ce qui caractérise ces personnages, hormis quelques traits génériques de caractère, mais qui sont en fait partagés par la plupart des héros vidéoludiques, était justement ce vide informationnel. Il y a également, là Marco peut-être que ça va te faire réagir, des adresses grammaticales qui me semblent intéressantes. Les personnages joueurs sont désignés dans les manuels français par la troisième personne du singulier et ou par la première personne du pluriel, donc soit il, soit vous. Le vous est employé à la fois en tant que formule de politesse, mais aussi en tant que marque du pluriel. Parce que ça suggère deux entités, ça suggère que le personnage, c'est vous et lui. Donc le personnage et le joueur. Et ça suggère donc le lien qui unit ces deux entités. J'en viens maintenant au prélude que j'avais évacué tout à l'heure, donc la phase qui s'étend du démarrage du logiciel à la première interaction entre le joueur et son personnage. La forme de ce prélude est très variée.
Il y a des préludes qui situent le jeu, qui situent son genre, qui situent son univers de référence. D'autres installent une ambiance, d'autres racontent tout simplement comment tout a commencé, à la façon du prologos antique. La phase peut être, sauf que personne ne vient vous le raconter sur scène, la phase peut être brève ou longue, sobre, haute en couleurs. Ça peut proposer une incarnation graduelle, c'est-à-dire que vous devez d'abord appuyer sur un bouton, puis deux, puis trois, puis ça y est, vous dirigez vraiment le personnage, ou très brutal, vous êtes d'un seul coup projeté dans le personnage. Donc c'est très varié. La fonction de ce prélude est d'orchestrer la rencontre entre le joueur et le personnage, de permettre leur rapprochement, d'initier leur union, de permettre en somme le basculement dans l'univers fictionnel. Alors tous les éléments que j'ai cités, ils nous informent avant même le début du jeu sur le personnage qui est offert à l'incarnation. Mais jamais, évidemment, le joueur ne saura tout de son héros, quand bien même il réussirait l'impossible, c'est-à-dire utiliser le jeu. À cette aune, les personnages de jeux vidéo ne semblent guère différents de ceux que l'on rencontre dans les autres formes de récit. Il y a aussi la question de la, si je puis dire, pardon pour le néologisme, locacité des personnages. Sont-ils ou non loquaces? Eh bien, dans les jeux de mon corpus, il arrive que les personnages non-joueurs parlent entre eux, ou parlent aux personnages joueurs, mais il est beaucoup plus rare que le personnage joueur prenne la parole. Il y a quelques exceptions, notamment dans les Sims. Dans les Sims, les personnages joueurs vont, parfois, le personnage que vous pilotez va se mettre à parler. Il n'empêche que son discours n'est pas intelligible. C'est une sorte de grommelot, accompagné parfois par des bulles, inspirées de bandes dessinées, vous en avez quelques exemples à l'image, ce qui revient à dire que finalement, si les Sims parlent, ils ne disent rien. On peut éventuellement déduire de l'intonation du grommelot leur humeur, mais on ne peut pas aller tellement plus loin. Alors après, évidemment, il y a des jeux qui appellent plus ou moins l'expression orale, que les footballeurs ne disent rien, bon, ça paraît assez logique. qu'Altaïr, par contre, ne prenne la parole qu'à l'écrit, est plus étrange. Mon hypothèse est que donner la parole au héros vidéoludique, hors scène cinématique, donc ces scènes où on n'est plus dans le jeu, où on assiste à une scène comme au cinéma, qui présente un moment du jeu, un moment narratif évidemment, ça présente un risque qui est le risque de briser l'effet de réel, au sens où l'entend Barthes, en révélant et en amplifiant brutalement la distance qui sépare la réalité de la fiction, qui sépare le joueur du personnage. C'est quand même difficile en effet pour un joueur d'accepter que le personnage qu'il incarne prenne subitement la parole, à sa place, en dehors de lui, malgré lui, et en plus avec une voix qui n'est pas la sienne. Donc ça fait quand même beaucoup. Et ça, je pense en fait que la voix, il est plus facile avec la voix de sortir de l'effet de réel qu'avec l'image en fait, étrangement. Mais ça, ce serait encore un beau sujet de recherche. Là. La parole des héros vidéoludiques en cours de jeu est donc bien, je crois, une difficulté qu'il faut surmonter pour les créateurs. Mais c'est une difficulté qui incite à la créativité. Et on a d'ailleurs actuellement des stratégies qui sont mises en place par les créateurs pour la contourner. Dans l'avant-dernier Assassin's Creed, que j'avais un petit peu regardé notamment sur ce plan-là, on a un héros très bavard. Il s'appelle Basim, on est dans la Bagdad des temps anciens. Et Basim donc, est très bavard, mais il parle dans des moments où en fait on ne peut le diriger qu'à moitié. Donc ils ont un petit peu retiré de l'interactivité pour lui permettre de parler, et donc on est déjà un peu en retrait par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Excusez-moi, il faut que je boive un petit verre. On a aussi des personnages donc qui sont... il faut réfléchir aussi à la question de l'intériorité de ces personnages. Les personnages joueurs de mon corpus, ils se définissent surtout par leur engagement dans des luttes. Ça peut être des luttes sportives, des luttes guerrières, des luttes aussi personnelles, mais ils sont peu caractérisés au plan psychologique. Ils ont peu d'épaisseur psychologique. Ceux sur lesquels j'ai travaillé. Durant les phases de jeu, il est difficile de déterminer s'ils éprouvent des émotions, d'abord parce que soit ils sont hors champ, soit ils sont vus de loin ou vus de dos, donc on voit mal leur visage. À l'exception des Sims, que j'ai exprès laissé à l'écran, c'est particulier ce titre parce qu'il met en scène des actions qui ne sont pas seulement physiques. Donc là, les expressions des visages sont travaillées par l'ordinateur. Vous ne pouvez pas agir dessus. Forster distingue dans ses écrits les personnages ronds, qui vont motiver le récit et qui sont très détaillés, des personnages plats, qui servent le récit et dont on sait le strict minimum. Moi, je propose de créer la catégorie des personnages creux, qui sont susceptibles de motiver le récit tout en étant peu détaillés. Donc des personnages dans la peau desquels le joueur peut se glisser, leur prêtant ainsi sa propre intériorité.
Donc le personnage joueur serait un personnage en attente d'interprétation, comme au théâtre, avec la différence fondamentale qui est que la participation du récepteur ici est affichée, est exhibée. Je me suis posé aussi la question de l'inconstance de ces personnages. Alors, le récepteur d'un récit, quel qu'il soit, il participe toujours à la construction des personnages. Mais en matière de récit vidéoludique, la marge de manœuvre est plus grande. Parce que les personnages joueurs sont susceptibles d'adopter le comportement et la personnalité que les joueurs veulent bien leur insuffler. Donc l'inconstance est constitutive des personnages joueurs. Et, je me suis fait plaisir avec cette petite diapo, on peut considérer à la suite d'Aristote que cette particularité peut affecter leur cohérence, et on peut considérer à la suite de Goethe qu'à partir du moment où le personnage assure une fonction dynamique, la cohérence cesse d'être une donnée nécessaire. Ce sont aussi des personnages que l'on peut considérer comme étant figés. Dans les titres que j'ai étudiés, les personnages ne jouent pas le jeu de l'évolution psychologique, donc ils sont figés. Il y a des possibilités d'évolution. Il y a des possibilités d'évolution qui existent, mais elles se situent dans un ailleurs. Elles concernent le rapport que le joueur va entretenir avec son personnage, qui lui peut évoluer, le joueur lui-même aussi. Et ça, c'est une limite qui a bien été identifiée par les créateurs de jeux, puisqu'ils proposent aujourd'hui de plus en plus de héros et d'héroïnes qui évoluent psychologiquement à mesure que le récit avance. Même des personnages dont on pourrait supposer que ce sont des personnages pas très fins. Je pense à Kratos, par exemple, dans God of War, qui commence à avoir des émotions dans les nouveaux jeux. Donc ça, c'est tout nouveau. On a aussi des personnages qui sont, et ça c'est une question aussi que je me posais, est-ce qu'ils sont dépendants en fait? Le personnage de jeu vidéo agit parce que le joueur le lui commande. Mais est-ce qu'il y a un maître d'un côté et un esclave de l'autre? Bien sûr, le joueur dirige, le personnage exécute, le joystick permettant de transmettre les ordres, ou le clavier. Mais le joueur peut ne pas être assez adroit pour manœuvrer le personnage. Le personnage peut aussi, grâce à l'intelligence artificielle, désobéir ou n'obéir qu'à moitié. Demandez donc à un sim technophobe d'allumer la télévision. Vous allez voir, il va obéir au bout d'un moment, mais il ne va pas obéir tout de suite, il va falloir insister. Donc le rapport de domination, en fait, est à relativiser. Puisqu'on peut aussi d'ailleurs, si on le désire en tant que joueur, faire échouer son personnage, voire le suicider. Alors évidemment, c'est une attitude qui va immanquablement raccourcir la partie. Mais si vous voulez jouer, et un joueur a priori veut jouer, on a d'autres choix que d'obéir au, je mets des guillemets, désir de vivre de son personnage, donc au désir de progresser, puisqu'il faut progresser pour avancer dans le jeu. Donc d'une certaine façon, la relation maître-esclave, elle se déploie dans les deux sens. Et le rapport au personnage, il diffère ainsi clairement de celui qui est à l'œuvre dans les autres médias fictionnels. Il est modifié du fait de l'interdépendance joueur-personnage. Tout se passe ici comme si les auteurs aussi acceptaient de partager leurs prérogatives avec les joueurs. Alors, trick or treat, une chose est sûre, c'est qu'il s'agit de renouveler l'illusion fictionnelle. Donc pour conclure sur cette partie sur l'infrapersonnage, je dirais que l'incomplétude des personnages vidéoludiques fait qu'il est difficile de les considérer comme des personnages à part entière. Dans le même temps, cette incomplétude structurelle est la condition de leur existence à venir. Ainsi, les personnages vidéoludiques ne sont pas des infrapersonages au sens de personnages au rabais, ce sont des infrapersonages parce qu'ils sont en attente d'actualisation. Je passe maintenant au pendant de mes infrapersonages, qui est la question des ultra-personnages. Donc les personnages vidéoludiques sont structurellement conçus pour devenir lorsque un joueur les investit. Ne peut-on dès lors les considérer, une fois que c'est fait, comme des personnages d'un genre nouveau, comme des plus que personnages, qui seraient situés au-delà de ce qu'on attend ordinairement d'un personnage? Tout d'abord, ce sont des personnages qui en fait sont originaux. Il est vrai que certains personnages mis en scène dans les jeux viennent parfois d'autres mondes médiatiques ou d'autres mondes ludiques. Mais ce ne sont pas des copies. Ce sont des variations sur le thème. Toutes apportent quelque chose. Il y a aussi d'autres personnages qui ont vu le jour et qui sont désormais au cœur de séries. Voilà des personnages donc, qui sont nés dans les jeux vidéo et qui sont aussi sortis des jeux vidéo. Donc c'est des personnages qui ont acquis une reconnaissance et une notoriété dans les univers vidéoludiques. Ils continuent d'y évoluer, mais simultanément, ils investissent d'autres espaces culturels et médiatiques. Il y a circulation, reprise, citation, mutation.
On est dans une continuité intermédiaire, là, au sens où l'entend Mariniello. Ils investissent d'autres espaces. Par exemple, les films. Là, vous avez une affiche d'un des films sur Tomb Raider et Mario Bros, hein, qui a été joué en plus avec des personnages réels dans les deux. Vous avez des mangas, vous avez des bandes dessinées. Rayman a été mascotte pour l'UNICEF. Ici, vous avez, c'est très peu lisible, mais une fanfiction autour de Lara Croft. Vous avez un jeu d'extérieur, hein, c'est des parcs d'attractions donc. Et vous avez, je vous ai mis une petite diapo de la toute dernière occurrence de Altaïr, hein, d'Assassin's Creed, au moment des Jeux Olympiques, où c'était évidemment une citation, hein, qui n'était pas ouvertement dite, mais qui a été relevée largement dans la presse, je crois. Donc, historiquement parlant, les personnages de jeux vidéo sont les derniers venus. Hein, mais, alors oui, pardon, j'ai oublié de dire une chose, c'est que ce phénomène hein, de débordement, de circulation, hein, Alexis Blanchet, qui a travaillé, qui était un des premiers à travailler sur les jeux vidéo et qui a travaillé sur les fictions industrielles, considère que c'est une des caractéristiques hein, des fictions industrielles. Donc, historiquement parlant, les personnages de jeux vidéo sont les derniers venus. Ils se surajoutent ainsi à un ensemble d'êtres fictionnels qui est conséquent et qui est déjà constitué. Donc, nécessairement, ils vont être appréhendés par rapport à leurs prédécesseurs. Mais il est indéniable qu'ils font tout de même bouger les lignes du concept de personnage. Pour les interroger, donc, il faut obligatoirement prendre en compte la question de l'énonciation, bien sûr, mais aussi la question de la réception. Certaines questions de l'enquête que j'ai évoquées précédemment apportent des clés de compréhension. Par exemple, nous avions demandé aux élèves d'énumérer les qualités et les défauts de leur personnage préféré. Et leur réponse s'articulait autour de deux axes. Les capacités des héros et leur pouvoir d'agir sur le monde. Des plaisirs, en fait, qui sont proches de ceux qu'éprouve un jeune enfant quand il découvre qu'il peut agir sur le monde physique. Je ne citerai pas Lacan, mais on pourrait. Donc on a, en fait, le plaisir de l'expérimentation aussi qui est évoqué. Jouer, c'est expérimenter, c'est faire pour voir ce qui se passe si. Dans les entretiens informels que nous avons menés après l'enquête, les joueurs nous ont fait part de leur sensation parfois d'agir dans les jeux sans médiation. Le personnage donc apparaît envisagé comme un véhicule, non pas comme un véhicule, pardon, mais comme la porte d'entrée qui permet le faire au sein des univers vidéoludiques. L'expérience du faire se construisant sur une expérience de l'être au personnage. Donc jamais la membrane qui sépare le personnage le spectateur de son personnage n'avait été si fine. Jamais l'illusion de son inexistence n'avait été si puissante. Les personnages sont aussi suridentifiés. Les joueurs accordent énormément d'importance à l'apparence des corps virtuels, à leur parure, à leur gestuelle. L'enquête que j'ai menée avec Mehdi Darfoufi est éclairante sur ce point. On pourrait donc parler de l'hyperprésence du personnage au sein des jeux. Je vous ai fait quelques captures d'écran de Lara Croft Underworld. Donc là, vous avez Lara, plus Lara, plus Lara, plus Lara. Vous avez, je ne sais pas combien j'ai mis d'images, 6 x 6 je pense, 36 Lara Croft. Elle est toujours à l'image. Ça, c'est quelque chose de différent. Parce que la question en fait, de la représentation à l'écran du corps des avatars lors des temps de jeu, c'est lié bien sûr au type de vision adoptée, comme je vous disais tout à l'heure, impersonnel à la troisième personne, à la première personne, mais le corps des personnages joueurs, qu'il soit entier, qu'il soit tronqué, qu'il soit absent, est omniprésent. Image après image, plan après plan, séquence après séquence, on n'y échappe pas. Finalement, les scènes cinématiques qui interviennent de temps en temps, elles permettent aux joueurs, pour un moment, de redevenir simples spectateurs, et c'est un peu des temps de respiration aussi, parce que c'est presque épuisant d'avoir son personnage toujours devant soi. Ça permet d'échapper brièvement à cette hyperprésence visuelle du corps du héros. Il y a aussi la question de la référentialité. Les corps des jeux vidéo ont tous un point en commun, ils ont été modélisés informatiquement. Néanmoins, il y a recours à des acteurs professionnels et à la technique du motion capture de plus en plus fréquemment. J'ai un doctorant, Quentin Morera, qui travaille d'ailleurs sur la question de l'acteur, l'acteur vrai, l'acteur que l'on connaît au cinéma, qui existe physiquement et qui est transposé, utilisé, exploité, qui joue dans les jeux vidéo. Donc c'est un gros domaine, il y a énormément de choses à réfléchir. Donc là, je vous ai mis une petite diapo où on voit ce qui se passe dans une séance de motion capture. Vous avez en haut le gymnaste, j'ai capturé différents moments de son geste, et en bas, vous avez la transposition sur le personnage vidéoludique. Donc,
Cette technique, le motion capture, ça pose la question de la performance actorale, puisque les actions, les gestes, les mouvements d'un comédien sont enregistrés, mais celui-ci, in fine, sauf exception, dont on parlera dans le temps, est privé de son visage et de son enveloppe physique. Et la succession de ces mouvements, le rythme avec lequel ils vont s'enchaîner, eh bien, ça va dépendre du joueur. Hein. Donc, en fait, le joueur est ainsi, en quelque sorte, invité à se faire comédien, à poursuivre, à reprendre le travail interprétatif initial. Comme un acteur, il est au cœur du spectacle et il joue à être un autre. Avec une différence fondamentale, il est à la fois sur scène et dans la salle. Donc, il y a aussi une autre filiation que je trouve forte, c'est les figurines jouées. Comme elles, les personnages joueurs sont peu loquaces, sont limités dans leurs gestes, sont souvent cadrés en plan moyen. Comme elles, ils ne s'animent que lorsque le joueur le leur commande. La plupart des protagonistes de jeux vidéo, là je les ai choisis, ont donné lieu, ils existent parallèlement sous forme de modèles réduits. Donc là vous reconnaissez tous les personnages que je vous ai montrés tout à l'heure. Les footballeurs, Altaïr, Lara Croft, Rayman, Mario, etc. Et Nico Bellic, c'est dans GTA. Grand Theft Auto, pardon. Donc, on a quelque chose là qui est intéressant parce que, bien sûr, c'est un produit dérivé, mais le fait qu'ils coexistent avec les jeux dont ils sont issus signifie aussi qu'ils se complètent plus qu'ils ne se répètent. Il y a également un autre cas qui est le cas des jeux qui vont s'inspirer de figurines qui viennent d'ailleurs. Par exemple, je vous ai mis les personnages de World of Warcraft, une série, hein, il y en a d'autres, hein, celui sur lequel j'ai travaillé. Et donc vous avez à côté ces petites figurines qu'achètent les gens qui jouent au jeu de rôle grandeur nature, qui peignent avec la plus grande minutie et des couleurs extraordinaires, donc avec même parfois pas l'intention forcément d'y jouer, mais ils peignent des armées entières de ces petits personnages. Donc vous avez peut-être déjà vu ces boutiques dans la rue, hein, où on voit des jeunes peindre des figurines, si vous ne connaissez pas, c'est ce principe-là. Donc on a des points communs bien évidemment entre ces figurines, on a les Sims que je vous ai mis à gauche, qui ressemblent quand même, comme je le disais tout à l'heure, fortement à des poupées mannequins. À droite, vous avez des poupées Barbie type de Mattel. Hein. Il y a un vrai lien de parenté. En bas, je vous ai mis les Mii. Ce sont des petits personnages que l'on crée dans la console de Nintendo, la Wii. Dans la Wii, on crée des Mii. Hein. C'est transparent comme... du point de vue de la langue. Ces Mii, donc, ces petits personnages qu'on importera ensuite dans des jeux, dans le jeu Wii Sport qui est dans mon corpus, sont inspirés des kokechi japonaises. Hein. Ce sont ces petites poupées que vous avez à côté, qui sont traditionnelles. Et il faut aussi penser un peu aux pions des jeux de plateau. Quand on les met à côté, on voit l'affiliation avec cette tête très surdimensionnée par rapport au corps, hein, qui est typique de la caricature d'ailleurs. Donc, envisagés sous cet angle, les jeux vidéo, finalement, ils actualisent un rêve d'enfant qui est mis en scène dans Toy Story, voir ces jouets s'animer, les voir quitter leur socle, les faire jouer leurs articulations, se servir de leurs accessoires. Mais au lieu d'être mus par la main du joueur, là, la main du joueur est devenue invisible. Ils sont commandés par l'imagination. Alors, la coexistence personnage vidéoludique figurine, bien sûr, elle résulte d'une stratégie marketing bien rodée. Mais ce couplage est une fois de plus une preuve de l'hyperprésence des personnages de jeu. La présence des personnages vidéoludiques se construit aussi, en partie, visuellement. Pour analyser ces représentations, j'ai construit une fiche signalétique type que j'ai oublié de mettre dans mon diaporama, je m'en excuse, que j'ai emprunté au jeu des Sims, à la phase de création des Sims. J'ai retenu les variables suivantes, j'ai retenu le genre, l'âge, la couleur de peau, la corpulence, la taille. Et j'ai renseigné cette fiche pour chacun de mes personnages en m'appuyant sur mes observations et sur les déclarations faites par les adolescents enquêtés. Alors par manque de temps, je ne vais pas vous présenter les résultats de l'analyse parce que ce serait trop long, mais ils sont dans mon livre. Ce que je retiens principalement de cette analyse, c'est que les corps des personnages joueurs sont représentés avec force des tailles et que souvent, le paraître dit l'être. C'est ce que vous voyez sur la diapo qui est à l'image. Dans Mario Kart, par exemple, eh bien, les personnages joueurs qui ne correspondent pas au canon esthétique contemporain sont méchants. Hein, Bowser, que vous avez là, c'est celui qui a des piquants, hein, c'est le grand ennemi hein, dans les autres Mario. Bowser est gros et grand, Wario
est également est petit et gros. Waluigi est grand et maigre. On pourrait aussi travailler sur les couleurs, hein, le noir et le violet, les couleurs du pouvoir éventuellement, enfin, bon, les piquants, et puis une expression bien sûr hein, que vous avez repérée. Hein, donc ce sont des, en fait on retrouve des clichés qui sont courants dans les productions culturelles destinées aux enfants. Hein. On a également des personnages qui sont socialement déterminés. Alors, je vais maintenant les considérer sous l'angle sociologique, selon 3 systèmes majeurs, la classe, l'ethnie et le genre. L'objectif est double, hein, donc voir les modèles qu'ils proposent et considérer leur potentiel d'agentivité. Alors d'abord la question de la classe sociale. Quelle caractérisation sociale pour ces personnages offerts à l'adoption? Les jeux distillent des informations à ce sujet dans plusieurs domaines. On a d'abord la profession, qui est une donnée souvent renseignée, avec des occupations plus ou moins réalistes. Hein. On sait que Mario était, il paraît qu'il ne l'est plus, artisan plombier. On sait que Lara Croft est archéologue. On a énormément de soldats, de sportifs. On a aussi quelques délinquants, des paladins, des chasseurs de fantômes. Voilà, donc c'est plus ou moins réaliste. À l'exception de Lara Croft, qui est fille du comte d'Abingdon et archéologue de renom, la plupart des avatars appartiennent à des classes modestes ou des classes intermédiaires. Plusieurs CSP ne sont pas représentés, par exemple les ouvriers ou bien encore les retraités. Il y a l'activité aussi qu'il faut considérer. Alors il faut distinguer les professions des héros et leur activité dans le jeu. Les deux parfois sont incohérents, hein. Les soldats effectuent des missions, les sportifs disputent des compétitions, les hors-la-loi commettent des crimes et délits, donc jusqu'ici j'allais dire tout va bien. Mais les deux parfois sont en incohérence, le métier n'étant que prétexte narratif. Que penser d'une archéologue qui explore les sites au pas de course, qui fait de l'escalade dans les ruines, qui s'empare des trésors qu'elles contiennent, ou bien encore d'un plombier qui n'a jamais réparé le moindre tuyau. Hein. Donc, c'est un peu particulier. Il y a la question de la carrière aussi. Les personnages joueurs sont généralement appelés à vivre des aventures extraordinaires et ils sont dotés d'un potentiel hors du commun. En règle générale, ils montent en compétences à mesure que le joueur progresse dans le jeu. La trame ludique est toujours la même, elle les oblige à progresser, à réussir. Et ça donne à penser. Il y a également la question de l'argent, que j'ai trouvée très intéressante, et qui sera aussi à creuser encore plus. Dans de nombreux jeux, la question de l'argent est présente et joue un rôle majeur. Dans les jeux de mon corpus, la seule qui possède une fortune personnelle, c'est Lara Croft, hein, dans tous les personnages joueurs de mon corpus. Et donc, elle ne court pas particulièrement après l'argent. Les héros, par contre, de Grand Theft Auto 4 ou de Need for Speed, ce fameux jeu de voiture dont je ne vous ai pas montré la jaquette, au départ sont sans dessous et ils ont pour objectif principal de gagner le plus d'argent possible. Donc, pour les personnages, il y a d'autres jeux aussi, pour ceux de World of Warcraft, hein, le jeu d'Heroic Fantasy, ou pour les Sims, l'argent c'est un moyen qui va leur permettre de parvenir à leur fin. Au pays des Sims, l'argent c'est le nerf de la guerre. Hein. Ils n'achètent pas le bonheur, mais ils y contribuent fortement. D'autres jeux ne font pas intervenir l'argent, mais font intervenir un système de collecte d'objets ou de points. Donc on est plus pudique, mais notamment dans les jeux, l'argent est très présent dans les jeux américains. Dans les jeux français, c'est plutôt des points, c'est assez intéressant de voir comment ça se répartit en fonction des pays de création des jeux. En tout cas, l'idée d'accumulation, les notions de gain et de perte, de vente et d'achat sont omniprésentes dans ces jeux. La question maintenant de l'ethnie. Le seul élément sur lequel on peut s'appuyer pour étudier cette question, c'est la couleur de peau des avatars. Alors, il y a des cas qu'il faut distinguer. Déjà, les jeux en vision à la première personne, où on voit en principe pas son personnage, on voit simplement parfois son arme épaulée, hein, ou rien du tout. Ce sont donc 3 jeux de guerre, hein, ceux que je vous ai signalés tout à l'heure, qui sont intéressants en ce sens où ils mettent en scène l'absence de représentation, mais cette invisibilisation est quand même relative parce que quand on est dans les scènes cinématiques, on voit son personnage. Donc on peut se faire une idée de son personnage à ces moments. Et ça permet de se rendre compte qu'ils ont tous la peau blanche. Donc on a des jeux qui n'offrent pas la possibilité de jouer un nom blanc, et qui laissent entendre conséquemment qu'il ne saurait y avoir de nom blanc dans le camp des héros. Ensuite, il y a le cas des jeux en vision impersonnelle et à la 3e personne. Alors là, je vais distinguer ceux que je mettrai plutôt dans la catégorie des personnages prêts à incarner et ceux que je mettrai dans la catégorie des personnages à co-créer, parce que c'est différent. Si on regarde ces jeux, donc dans les personnages prêts à incarner, à l'exception de quelques footballeurs, presque tous sont blancs. La liste est longue, hein, Lara Croft, Rayman, Jack Rourke, Desmond Miles, Altaïr, Nico Bellic, Mario, etc. Un jeu se distingue, et d'une façon très particulière, Just Dance.
Just Dance est un jeu où vous avez à l'écran des danseurs en fait et chanteurs qui performent des chansons connues. Et donc ils sont proches de la personne réelle qui a chanté la chanson. Et on doit, devant son écran, imiter avec une manette en main qui capture vos mouvements, donc les gestes au plus près. Et si vous êtes au plus près, eh bien, vous gagnez le plus de points possible. Donc, dans ce jeu, vous avez des danseurs qui sont censés évoquer les interprètes des chansons diffusées, et les visages sont tous passés à la chaux. Regardez, tout est blanc, hein, tout est absolument blanc. Alors, même que 11 personnes, j'ai été vérifier un par un, devraient avoir la peau foncée et 21 devraient avoir la peau claire. Donc pour une fois qu'un jeu aurait pu permettre d'incarner des noms blancs, ceux-ci sont une fois de plus invisibilisés. Et d'ailleurs le remplacement en fait de toutes ces couleurs de peau par du blanc fait qu'en définitive l'effacement frappe plus durement le foncé que le clair, hein, nécessairement. Si je regarde les personnages à co-créer, j'ai des personnages qui semblent à première vue offrir plus de possibles. Vous avez des jeux qui vont proposer des palettes de couleurs de peau réalistes, par exemple les Mi en haut, hein, qui est pour Wii Sport. D'autres qui vont mêler propositions réalistes et réalistes. Là, je suis dans les Sims 3, vous voyez qu'on peut avoir la peau verte ou la peau rose, et qu'en plus on peut choisir sa gradation, la densité, hein, ce qui fait que ça donne beaucoup de choix. Et ici, donc, il y a quand même quelques possibilités. Vous voyez que là, j'ai choisi un héros à la peau bleue. Hein, donc, il y a des... voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la couleur de peau choisie, cela n'aura aucune conséquence in-game. Donc, on a des personnages à co-créer qui construisent la possibilité de la diversité ethnique, même si celle-ci est encadrée, mais qui, ce faisant, souligne la rareté des personnages racisés dans les jeux. Je passe maintenant à la question du genre. Pardon, j'ai été trop vite. C'est un paramètre qui est toujours renseigné, le genre. Donc, là aussi, je sépare personnages prêts à incarner et personnages à co-créer. La catégorie des personnages prêts à incarner est majoritairement composée d'individus qui sont clairement identifiés comme étant de genre masculin. Sur mes 16 jeux, j'en ai 14 qui imposent de jouer un homme et qui mettent en scène des masculinités dominantes et stéréotypées, avec un personnage qui se distingue, qui est Mario. Mario, je ne vous le remontre pas, vous le connaissez, vous l'avez vu tout à l'heure. Mario est plébiscité par l'ensemble des joueurs. Il est très inattendu quand même sur le plan du genre, puisque visuellement il échappe quand même au canon actuel et traditionnel de la masculinité, hein, ce qu'on voit dans les productions culturelles contemporaines. Il est petit, il est dodu, il est moustachu. C'est pas forcément, voilà, généralement je dis de lui que c'est un personnage qui relève d'une virilité ouvrière des années 30 éventuellement, hein, si on voulait le catégoriser. Mais en attendant, Mario est doté de capacités athlétiques exceptionnelles et il doit accomplir des missions hors normes. Donc, c'est bien un héros. On a des discours véhiculés qui sont contradictoires, mais qui sont livrés de concert et l'un n'occulte pas l'autre, en fait. Au rang des jeux qui imposent de jouer une femme, il y a un seul titre, Tomb Raider, avec la fameuse Lara Croft. Personnage également ambivalent, puisqu'elle a une apparence extrêmement féminine, mais un comportement qui est résolument masculin. Hein, donc c'est une héroïne qui joue sur la mise en tension en fait, de l'empowerment et de la régression. Hein, on pourrait en parler très longuement. Elle a beaucoup été étudiée. Et puis, il y a les jeux qui permettent de jouer un homme ou une femme, donc Mario Kart, que je vous ai montré tout à l'heure, avec les 10 personnages que je vous ai présentés. Hein, il y a 10 personnages en début de partie, après on en a quelques-uns en plus. Vous en avez 2 seulement qui sont de genre féminin, Peach et Bébé Peach, qui sont ordinairement non jouables. Peach, pour une fois, alors ordinairement non jouable, sauf dans les jeux de course. Peach n'est pas jouable dans les jeux de plateforme. Dans les jeux de course, de tennis, elle est jouable, hein, mais elle a toujours son emploi de... Enfin, elle quitte donc son emploi d'éternelle demoiselle en détresse, hein, qu'on a dans Super Mario Galaxy par exemple, et là elle va piloter différents véhicules. Mais ces véhicules, hein, là on la voit à moto, évidemment la moto est quand même rose parce qu'on a sa dignité, hein, et la combinaison est également rose, hein, donc voilà, ça reste Peach. Hein. Je passe maintenant aux personnages à co-créer, où là il se passe des choses différentes. Par définition, ils ouvrent sur davantage de possibles puisqu'ils sont à co-créer. Donc je prends tout d'abord, vous l'avez vu brièvement tout à l'heure, World of Warcraft, je vous avais mis la première ligne des personnages. Donc là, ce sont les personnages que vous choisissez en début de jeu. Vous avez l'Alliance et la Horde, hein, avec des... voilà. Vous remarquez que les noms sont au féminin, vous remarquez qu'il y a autant d'hommes que de femmes, vous remarquez qu'il y a des stéréotypes féminins mis en scène, hein, par exemple...
Vous voyez que la taureine a le ventre dégagé, là, alors que quand on a un taurène, c'est une plaque, en fait, je crois bien qu'il a. En tout cas, ça monte moins haut, pas entre les deux seins. Hein, donc, il y a des choses quand même qui sont encore stéréotypées. Mais on a une naine, par exemple, elle va toujours être trapue et forte. Un mort-vivant, quel que soit son sexe, il sera toujours efflanqué. Un elfe, également, sera toujours fin et élégant. Donc, on a un peu un rééquilibrage, même s'il est loin d'être parfait. Et vous remarquez donc, comme je vous disais, que les noms dans la version française sont féminisés. Hein. On a un orque, une orque, un taurène, une taurène. Hein. Donc il y a quand même des choses qui bougent. Je vous montre maintenant une diapo des Sims où on voit, donc je vous disais tout à l'heure que le jeu était doté d'un éditeur de personnages qui offrait un grand nombre de paramètres réglables de façon très fine. Vous voyez ici, vous avez des curseurs, hein, qui vous permettent de choisir la corpulence ici de votre personnage. Ici, vous choisissez l'âge, là, vous choisissez sa musculature, et ainsi de suite. Ici, vous choisissez, dans l'image de droite, en haut, les points du visage que vous pouvez modeler avec une courbe. Donc, c'est très, très, très fin. Hein, donc, c'est ces réglages qui sont proposés. Le jeu, sur le plan du genre, est progressiste. Hein. Je vous ai mis en bas deux couples homosexuels. Hein. Vous avez donc un jeu qui prône la tolérance, qui a d'ailleurs été élu le jeu le plus gay-friendly quand il est sorti, donc de tous les jeux. Hein. Mais il n'empêche que du point de vue de l'apparence, hein, les Sims sont toujours assez lisses. Hein. Il y a ce côté Barbie et Ken, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, il y a ces fameux Mi dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai créé un Mi homme et un Mi femme. Hein, donc ce sont les personnages les plus plastiques de mon corpus, et pourtant on ne peut agir que sur le visage. Donc quand on crée des Mi dans l'éditeur de la Mi, on doit décider s'ils sont hommes ou femmes, mais il n'est pas possible de choisir, on doit passer par ce choix, mais il est possible de créer des personnages androgynes. Alors je me suis amusée à créer un personnage que j'ai transformé en homme, en femme, voilà, F2M, M2F, F2M, c'est extrêmement facile. Vous voulez changer de sexe, et bien changer de vêtement. Hein, il n'y a que le vêtement qui change entre les hommes et les femmes. Donc c'est intéressant parce que ça démontre plusieurs choses. Hein, et dans le courant du jeu, à nouveau, il n'y a pas de différence en fait sur le plan de la gestuelle sportive entre les mi-hommes et les mi-femmes. Hein. Donc ça démontre tout simplement que, voilà, que c'est... Enfin, on en parlera. Donc, pour résumer, les personnages joueurs sont très documentés sur le plan du genre et très variés aussi, même s'ils sont souvent stéréotypés. Alors, concernant ce point précis, il faut garder à l'esprit que pour la plupart des joueurs, même s'ils privilégient un jeu ou un type de jeu, ils passent de l'un à l'autre. Et donc, ainsi, ils recréent du divers et de l'antre, puisqu'on ne joue jamais qu'à un seul jeu. Conclusion partielle de ma partie sur les ultra-personnages, le déterminisme social ne semble pas peser sur le destin des personnages joueurs. La classe, l'ethnie, le sexe, un avatar, ne semblent pas influer sur leur évolution ou sur la réalisation de leurs objectifs. Il n'y a non plus aucune hiérarchie, ou presque, n'est instituée. Un soldat ne vaut ni plus ni moins qu'une archéologue, un gangster ou un footballeur. Seul le mérite et le talent semblent pris en compte. Rien non plus n'est joué d'avance. Tous les avatars commencent en bas de l'échelle et gravissent progressivement les échelons. Alors, sous cet idéal méritocratique, évidemment, il y a un modèle qui se cache aux accents néolibéraux, hein, mais les jeux, d'une certaine façon, se posent en redresseurs de tort, offrant aux joueurs la possibilité de vivre des destins où la justice sociale n'est pas un vain mot. Des jeux donc qui leur permettent de vivre des vies secondes, probablement plus intenses, plus passionnantes, plus glorieuses, hein, de toute façon différentes et glorieuses, hein, par rapport à la leur, puisqu'ils transforment chacun, par le biais des écrans, en héros. On a des personnages qui sont en fait pleins. Je ne sais pas tout à fait, en fait, c'est pas ma fonction partielle de partie, excusez-moi, je me suis trompée d'un paragraphe. Donc on a des personnages pleins. Je repense à Jeunette qui affirme qu'un personnage est ce que le texte en dit et rien de plus. Cette définition peut être transposée aux personnages joueurs. Ils sont la somme des éléments textuels et visuels et sonores créés par les concepteurs de jeux. Et cela suffit à établir leur existence. Shklovsky compare le personnage à un fil qui relie les épisodes d'un récit, et ainsi il le libère de différentes injonctions psychologiques notamment, et il nous permet de le considérer en tant que support narratif. En tant qu'architecture à base de liens, de nœuds, de déplacements, d'agissements virtuels, en tant donc que personnage finalement plein. Pour conclure,
et là c'est ma vraie conclusion, ce qui définit les protagonistes vidéoludiques, c'est leur indéfinition, leur malléabilité, leur ouverture, leur inachèvement, et la façon dont ils affirment, voire dont ils revendiquent ces caractéristiques. Ils créent ainsi une forme inédite d'être fictionnel, des personnages qui sont tout à la fois vides et pleins, qui sont dotés d'un rapport au lecteur, spectateur, joueur différent, car conjuguant simultanément le fait de tendre vers la fusion et d'affirmer la séparation. Le personnage vidéoludique, en effet, n'est ni le joueur, ni l'être de pixels, ni même la somme des deux. Il est un entremêlement complexe qui permet d'actualiser le rêve de certains amateurs de fiction, entrer pleinement dans le récit en devenant pleinement le personnage, peut-être pas tous les personnages, mais jamais aucun personnage de fiction n'avait offert autant de liberté. Alors, les personnages joueurs sont-ils des infra- ou des ultra-personnages? Ces deux propositions qui semblaient a priori s'exclure apparaissent toutes les deux valides, et je finirai à la façon du chat de Schrödinger, parce qu'on se retrouve dans une situation étonnante, où ces personnages, à l'instar de ce chat quantique inventé par Schrödinger, cumulent des caractéristiques qui sont théoriquement incompatibles.